Hélène Bellac, la première question toute simple, c'est pourquoi vous êtes attaqué à ce sujet des animaux célèbres? Est-ce que c'était parce que ça manquait justement dans l'histoire, alors qu'aujourd'hui on va trouver parfois même des ouvrages sur un animal particulier, le mouton, je crois, ou d'autres animaux, dont le chien par exemple, qui n'a pas... Beaucoup d'ouvrages sur les chiens, absolument. On a trouvé sur les girafes, je crois aussi, oui. Sur tout un tas d'animaux, oui, mais pas les sur éléphants, effectivement oui. le rapport qu'ils ont aux humains et à la célébrité. Oui, alors en fait c'est un ouvrage que j'avais envie de faire depuis très longtemps, parce que les animaux m'intéressent, parce que j'aime les animaux, ça me fascine même pour certains, et puis aussi parce que je me dis l'animal est vraiment partout avec l'homme, et donc d'une certaine manière il a fait l'histoire. Donc j'avais envie aussi d'aller dans cette voie, et puis de faire un ouvrage, je ne me suis pas posé vraiment la question de savoir si ça a manqué ou pas, mais de faire un ouvrage qui soit ce que j'avais envie d'exprimer, et donc à l'arrivée très différent de tout ce qu'on trouve sur les animaux. Est-ce que c'est justement cette loi que vous mettez d'ailleurs en avant, et on pense, je crois que c'est Anne de Fontenoy ou de Fontenay qui est sur France Inter, je crois, qui est très sensible à ça, et vous aussi d'ailleurs. Oui. Est-ce que c'est cette loi-là qui a tout déclenché aussi? Non, pas vraiment. Il y a longtemps que je pense que l'animal a un rôle très important. Regardez, même on a inventé des animaux mythiques pour expliquer notre histoire. Il n'y a qu'à voir le bucéphale, le cheval d'Alexandre, ou la louve qui a nourri Rémus et Romulus, ou même avant le cheval de Troie. Donc l'homme se reconnaît dans l'animal, d'ailleurs il le dit lui-même, et ce lien est tellement fort qu'il est vraiment à tous les stades, ce qui fait que ce qui m'a intéressé, ce sont bien sûr des animaux de chair et d'os, mais ce sont aussi des animaux sortis de l'imagination de l'homme, y compris des animaux qu'il a adoptés comme emblème, ou même aujourd'hui, regardez tout simplement Firefox, son emblème c'est un petit panda lové autour du globe, ou bien Twitter, qu'est-ce que c'est? C'est tweet, c'est le petit oiseau en anglais qui blablate. Donc vous voyez, jusqu'à maintenant, on a dans tous les domaines l'animal, et c'est ça qui m'a intéressée. Alors c'est assez étonnant parce qu'on découvre avec votre ouvrage, bien sûr on connaissait le bucéphale, on connaissait le chien d'Obama qu'on a vu, il y avait comme ça quelques animaux célèbres, mais on s'aperçoit qu'ils ont été célèbres et les compagnons de célébrités depuis, j'allais dire, l'Antiquité. Oui, depuis toujours, tout à fait. Et pensez aussi à Caligula qui avait ce cheval qui est en fait un cheval pour les jeux du cirque, mais pour lequel il avait fait construire des écuries en marbre, une mangeoire en ivoire, excusez-moi, et on disait qu'il voulait le faire consul. Donc vraiment ça remonte très très loin. C'est pas lui d'ailleurs qui parlait à son cheval Si, il parlait à son cheval, mais enfin, je dirais que c'est presque normal de parler à un animal. Alors, avant de continuer, parce qu'en plus c'est bien, vous l'avez dégagé un peu par chapitre, les animaux qu'on va dire plus d'agrément, c'est-à-dire ceux qui nous accompagnent, qu'on aime, mais qui sont célèbres parce qu'ils sont avec des célébrités, mais pas forcément toujours d'ailleurs, parce que parfois on ne les connaît pas. Après, vous avez pris ceux qui sont, la guerre bien sûr a rendu célèbres, les héros, et comme ça vous avez 3-4 chapitres sur lesquels vous les déclinez dans différentes fonctions. Mais peut-être avant d'aller plus loin par rapport à cette loi, est-ce que justement aujourd'hui on leur donne un statut qui n'est pas complet d'ailleurs, qu'il va falloir compléter, mais c'est déjà ça on va dire. Est-ce qu'ils ont toujours eu ce statut de meuble, ou est-ce qu'autrefois ils avaient un autre statut? Non, ils avaient un statut de meuble, même si on était très conscient des ressemblances entre l'animal et l'homme, c'était quand même un objet. Il a fallu d'abord, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, je crois que c'est en 1977, qu'ils soient déjà reconnus comme des êtres sensibles, et puis effectivement que l'année dernière, le vieux code civil soit modifié. Mais non, c'était considéré comme c'est toujours un bien, et simplement c'est un animal. Aujourd'hui, on leur reconnaît une sensibilité, une conscience, et il faut dire qu'il y a tout un courant qui remonte très loin aussi, qui explique que l'animal est proche de l'homme, et surtout certains animaux, bien sûr. Alors justement, parce que puisqu'on est sur ce chapitre, on va aller un peu dans le désordre, c'est pas grave. Oui, ça se lit dans le désordre d'ailleurs, il n'y a pas d'obligation. C'est bien, on peut prendre à un moment plus une histoire qu'une autre, voire même en lire aux enfants. Oui,
Oui, certains, Babar par exemple, ou Wojtek, l'ours qui était la mascotte de la deuxième armée polonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Ou les chats de Churchill. Ou les chats de Churchill, oui. Mais donc pour en revenir à cet aspect, ce que vous mettez aussi en évidence et en avant, c'est ces deux grands courants. Un courant qui dit que les animaux n'ont pas d'âme, n'ont pas d'intelligence et que ce ne sont que des êtres vivants, point des machines. Des machines. Et cet autre courant, moi j'appartiens d'ailleurs, je pense à celui-là, qui leur donne une conscience, qui leur donne un esprit, qui leur donne même une intelligence. Et aujourd'hui, la grande différence, on comprend bien que ça va être là que tout va se jouer. Oui, le deuxième courant s'affirme. C'est d'ailleurs pour ça que la loi a été votée. Il y a actuellement une très belle exposition au Jardin des Plantes sur les grands singes, qui va aussi dans ce sens. Hein. C'est assez fascinant, même s'il y a toujours une frontière. Donc, je pense qu'on est bien conscient maintenant que même si l'animal n'est pas l'homme exactement, c'est un être sensible et qu'il faut le traiter comme tel. Même si dans la réalité, on a tendance, je ne sais plus qui disait, en fait, on considère le chien comme un animal familier, on s'en préoccupe, on ne se préoccupe pas du cochon, qui est un animal qui peut être aussi proche, d'ailleurs anatomiquement, il est aussi proche, enfin c'est le plus proche de l'homme, et on peut avoir des relations, et pourtant on le mange, hein, et on le mange même largement. Voilà. Et puis, par contre, il y en a qui l'ont eu en mascotte, puisqu'à un moment donné, il y a aussi tout ce chapitre sur les mascottes. Et je ne sais plus quelle armée ou quelle... Oui. Alors les armées ont des mascottes, parce que souvent les animaux, pour une raison très simple, et enfin c'est assez compréhensible, c'est ces hommes qui sont livrés à eux-mêmes, qui ont besoin d'une présence affective. Et là, l'animal joue ce rôle de présence affective. Alors ça peut être des animaux très divers, ce qu'on trouve sur le chemin, y compris une vache. Mais bon, ce sont souvent bien sûr des chiens. Oui, ça, c'est ce qui arrive le plus souvent. Voilà. Le chat aussi. Le chat, non, on trouve rarement, sauf sur les bateaux, dans la marine. Mais sinon, voilà, à cause des rats. Et vous expliquez aussi bien, puisqu'on en est sur ce chat, que le chat n'est pas mascotte parce qu'il a été longtemps considéré comme un animal démoniaque. Ah oui, complètement, jusqu'à la Renaissance et même au-delà, en France, le chat est considéré comme une créature du diable. D'ailleurs, au moment de la Saint-Jean, voilà, on le brûle comme les sorcières. On jette les chats dans les feux de la Saint-Jean. C'est Louis XV qui aimait les chats qui, le premier, a aboli cette coutume. Mais enfin, elle a continué pendant très très longtemps. Ah oui, c'était atroce. On les enfermait dans des... Ils étaient à plusieurs dans un sac qu'on jetait dans le feu. Oui. Mais le chat est un animal très, très indépendant. C'est l'animal privilégié des écrivains. En fait, on n'a eu que deux présidents de la République en France qui ont eu des chats. C'était Poincaré, donc au moment de la Première Guerre mondiale, et puis le général de Gaulle. Et dans le premier cas, un siamois, dans le deuxième cas, c'était un chartreux. Ils s'appelaient d'ailleurs tous les deux Gris-Gris. Mais non, le chat est quand même un animal encore particulier de par son indépendance. Alors ce qui est marrant, puisqu'on est sur le chat, c'est que chez la reine en Angleterre, on va avoir des chiens. Et alors chez le Premier ministre, Churchill, on a des chats. On a des chats. Je crois que c'est le premier qui met le chat à la maison, j'allais dire, à Matignon. Alors, alors c'est un peu particulier, parce qu'en fait, il y a une tradition de chat au 10 Downing Street, tout simplement parce que c'est un quartier de Londres où il y a, paraît-il, des souris, on prétend qu'il y en a toujours, et des rats, et donc il faut des chats. Mais on a la première notification d'un chat officiel, c'est-à-dire entretenu, dont l'entretien est payé par le cabinet, déjà dans l'entre-deux-guerres. Donc c'est un chat, d'ailleurs il existe toujours, hein, et quand c'est la semaine dernière, David Cameron a été de nouveau élu, et bien je crois que c'est sur le Télégraphe, sur le site internet, on pouvait voir un carnet de photos de Larry, le chat du 10 Downing Street, parce qu'il a eu aussi sa part dans l'élection. Donc c'est une coutume, et il y a un chat officiel, qui est un chat chasseur de souris. Mais à côté de ça, Churchill aimait beaucoup les chats. Voilà, il en avait des quantités, et il en avait un notamment qu'il avait trouvé, c'était souvent le cas d'ailleurs, à l'Amirauté, qu'il avait baptisé Nelson parce que ce chat était très courageux, disait-il. Donc Nelson, c'est l'amiral qui a vaincu l'armée napoléonienne, enfin la flotte napoléonienne à Trafalgar, et il incarnait donc ce courage. Et quand en 1940, Churchill arrive au 10 Downing Street, devient donc Premier ministre, il amène bien sûr avec lui ses chats, et notamment Nelson. Et il y a déjà là un chat, le chat de Chamberlain, qui
avait été baptisé, parce qu'on baptise souvent des noms justement d'événements importants, donc il l'avait baptisé Munich.